Et bonjour à tous, les pandas, je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 de ce Road to FM pour le tournoi de la Ferté-Bernard. Donc c'est la dernière ronde dans laquelle j'affronte le maître international Arthur Lucas, qui est lui à 3 points sur 4. Je suis tout seul en tête à 4 points sur 4. Ils sont deux joueurs à 3 points et ensuite ce sont des joueurs à 2 points et demi. Donc je sais que si je fais au moins nul dans cette partie, alors ce sera pas facile, il y a beaucoup d'écart de Hello, mais si je fais au moins nul, la victoire du tournoi est assurée. Et si je gagne la partie, c'est également victoire. Et si je perds la partie, il y a des scénarios avec le départage où potentiellement je gagne le tournoi quand même, mais à voir puisque lui m'aura battu dans la confrontation directe, donc ce serait pas assuré. Donc à ce moment-là, c'est un joueur que je connais pas du tout. On a les appareillements juste avant. Je savais que j'allais l'affronter. Il n'y avait que lui que je n'avais pas affronté. L'autre joueur à 3 points étant David Lacanrus, que j'ai affronté à la ronde 3. Euh, donc dans cette partie, il me joue E4. Je ne m'étais pas particulièrement préparé. Je décide de jouer C6. Il joue cavalier F3, je joue D5 et il joue cavalier. Enfin, il joue cavalier C3, je joue D5, il joue cavalier F3. Ici, dans cette position, je joue tout le temps le coup fou G4, c'est le coup principal. Il joue H3, fou prend, dame prend et E6. Et ici, il joue fou E2. Et fou E2, c'est le premier coup que je ne connais pas, puisque le coup que je connaissais habituellement, c'était plutôt le coup D3, euh, avec l'idée de simplement finir le développement plus tard par G4, fou G2 et de jouer plutôt des idées à base de fou F4 grand roc et d'avoir déjà commencé à envoyer la marée de pions avec un centre qui soit très solide avec ce pion en D3. Mon adversaire qui joue fou E2, je réfléchis un petit peu, je peux prendre en E4 directement, mais j'ai l'impression que ça sert à rien, donc je préfère commencer par cavalier F6. Il a jamais vraiment intérêt à jouer E5, puisqu'après un coup comme cavalier FD7, on se retrouve juste dans une très bonne française pour les noirs, puisqu'ils ont échangé leur fou de case blanche contre un cavalier qui serait un défenseur du centre. Par exemple, après D4, C5, même s'il décide de prendre, fou prend. On voit ici que le pion E5 est déjà sous pression. Je vais continuer probablement par cavalier C6, peut-être un dame C7, et ce pion E5 sera indéfendable en pratique. Donc bien sûr, ça, il le savait, donc il décide de jouer juste petit roc. Ici à nouveau, je peux prendre en E4 et commencer à échanger, mais je préfère commencer par cavalier BD7, qui permet de défendre mon cavalier et de faire l'échange que je vais montrer juste après. Donc il continue par D4, il prend le centre, et je décide de prendre en E4. Il reprend, et ici je peux échanger mon cavalier D7 contre son cavalier E4, en faisant cavalier prend, dame prend, et cavalier F6. Il joue dame D3, donc ici, je connaissais pas hein, le coup fou E2, mais cette position elle est relativement normale. Il y a juste eu des coups de développement des deux côtés. Il s'est rien passé de spécifique. Et ici c'est le premier moment où je réfléchis vraiment. Et je me dis, est-ce que je joue le gain ou est-ce que je joue pas le gain? Si je joue pas le gain, je joue plutôt avec fou E7, petit roc, dame C7 et je mets mes tours au centre. Et si je veux jouer pour le gain, je me dis, bah, je peux peut-être lancer une attaque sur son roi en jouant du fou D6, dame C7 et grand roc. Et partir dans quelque chose, enfin, dans une attaque de roc opposé, ce qui est toujours très dangereux pour les deux joueurs, avec, bah, on verra, peut-être ce serait une mauvaise décision, je ne sais pas, ou juste j'essaye d'assurer la nulle en jouant fou E7, qui est l'autre coup peut-être plus normal. Pardon, vous aviez dû voir que j'étais déjà un peu malade dans la vidéo précédente, elles sont tournées l'une après l'autre. Et finalement, je me décide à jouer ce coup fou D6. Mon adversaire qui continue par tour D1, il vient surprotéger son pion D4 et peut-être menacer du C4 D5 un jour. Et ici je joue dame C7. Je veux qu'il ait toujours le doute, est-ce que je pars pour grand roc, est-ce que je pars pour petit roc? Je peux toujours faire les deux, et les deux semblent tout à fait jouables. Mon adversaire qui continue par dame F3, qui vient peut-être qui vient mettre la pression sur ce cavalier F6, donc maintenant si je joue un coup comme petit roc, peut-être il va pouvoir jouer un coup comme fou G5, mettre la pression ici, et j'ai peut-être pas très envie de rejouer fou E7 maintenant, puisque j'aurais juste perdu des temps. Donc c'est pour ça que dans cette position, je joue grand roc. Et ici mon adversaire continue par fou G5 quand même, avec l'intention de simplement peut-être venir prendre ce pion en F6 si je lui laisse. Et ici j'ai longtemps hésité entre deux coups. Le premier c'est H6 qui donne le pion, et le deuxième c'est tour G8 qui donne le pion. Ici concrètement on est dans un roc opposé,
Et en roc opposé, la seule chose qui compte à peu de choses près, c'est l'attaque. Ce qui compte, c'est d'avoir de l'attaque. Donc s'il veut, après par exemple, un coup comme tour G8, fou prend F6, pion prend F6, dame prend F6, tour G6, dame F3, tour G8. Ici, on voit en fait que j'ai déjà doublé mes tours sur la colonne et que s'il continue par fou F8, peut-être je peux jouer du dame B8, arriver en H4, arriver en G5 et peut-être lui créer des problèmes sur son roi. Ou peut-être jouer du dame E7, faire une batterie dans l'autre sens avec des possibilités de sacrifice en G3. Il y a plein de choses possibles. Et je me dis, mais en fait, s'il veut vraiment m'ouvrir la colonne pour gagner un pion, eh bien qu'il le fasse. Et mon adversaire ici qui hésite un petit peu et qui me joue le coup C4. J'ai effectivement joué tour G8 dans la partie et il n'a pas pris. Ici, je me dis, on va essayer un petit peu le même type d'idée. Après ici, il a peut-être vraiment envie de prendre le pion, donc je décide de jouer H6 pour essayer de le forcer à venir prendre en F6 pour essayer de créer une attaque. Alors, bon, l'attaque, elle est toujours pas faite. Il comprend ici qu'il n'a pas du tout intérêt à ouvrir la colonne G, et donc il décide de me jouer fou E3. Et dans cette position, je me dis, ok, son idée c'est peut-être de jouer D5, d'ouvrir la colonne C, et que j'ai un problème avec ce roi en C8. Donc je réfléchis un petit peu, et je finis par jouer roi B8. Et je joue roi B8, et je me dis, mais mince, il y a C5. Et C5, le problème, c'est que ça perd le fou en D6. Parce que si je joue un coup comme fou E7, il va juste jouer fou F4 et venir gagner ma dame en C7. Et si je joue fou H2 échec intermédiaire, roi H1, et que je décide de jouer par exemple cavalier D5 pour empêcher fou F4, ici il peut jouer G3, et c'est mon fou en H2 qui se retrouve enfermé. Et en fait, mon fou a pas vraiment d'autres cases le long de la diagonale. Donc ici, je me rends compte qu'il y a C5 après avoir joué roi B8, et j'essaye de garder ma meilleure poker face, de ne toucher à rien, de me dire tant pis, il y a C5, c'est pas grave, on va jouer quand même au jeu, ça reste un roc opposé, ça reste très dangereux pour lui. Et ça ne manque pas, l'adversaire qui me joue C5, qui vient prendre la pièce. Je continue par fou H2, en me disant je vais lui créer des problèmes, roi H1, cavalier D5, et ici il joue G3. Bon, le fou est perdu, donc j'ai pas trop le choix, je décide de le sacrifier pour un pion, c'est mieux que rien. Okay. Et je continue par ce coup G5. L'idée c'est que je viens contrôler la case F4, et le jour où il voudrait jouer un coup comme G4, peut-être je peux prendre en E3, mais peut-être j'ai la case F4 pour mon cavalier, peut-être j'ai du F5 avec des idées d'ouverture des colonnes, mais en tout cas, j'empêche un petit peu cette idée. Et ce cavalier, ce fou en E3 ne m'intéresse pas trop pour le moment, mon cavalier en D5 est très très fort. Mon adversaire qui me joue fou F2, et ici, j'hésite longtemps entre F5 et H5. De toute façon, je dois envoyer une attaque sur son roi. Finalement, on se rend compte qu'il a une pièce de plus, donc sa pièce de plus c'est un des deux fous. Mais si sa tour en A1, je m'arrange pour qu'elle ne joue jamais et qu'elle ne participe jamais à la défense, peut-être que je peux juste aller le mater. Si on imagine que j'arrive à jouer à 4 pièces contre 3, peut-être que je peux arriver à prendre l'avantage décisif sur son roi qui serait ouvert, même s'il a une pièce de plus, juste parce que sa tour A1 ne joue pas. Donc si je décide de jouer H5, je vois qu'il peut pas trop jouer dame prend H5, parce que je pourrais continuer par tour H8, et que s'il joue dame prend G5, je peux probablement continuer soit par tour prend H3, soit par tour G8. Je me disais les deux semblent tout à fait jouables, par exemple tour G8. Ici il aurait dame E5 qui échange les dames, donc peut-être ce serait pas jouable. Peut-être si je pourrais même jouer F5 ou des choses comme ça, mais tour prend H3 semble déjà prometteur, avec l'idée de soit de jouer F6 à nouveau, soit de doubler. Mais en fait, on peut peut-être arriver à créer du jeu sur son roi. Toujours est-il que dans la partie, il n'a pas pris le pion H5, il a compris que c'était dangereux, et il a joué le coup fou C4. L'idée c'est de venir éliminer ce fort cavalier en D5, et d'essayer d'échanger du matériel, parce qu'il a quand même une pièce de plus, donc il a tout intérêt à essayer d'échanger au maximum les pièces. Donc ici je joue le coup G4, l'idée c'est d'ouvrir une colonne devant son roi, donc soit il ouvre la colonne H lui-même, soit il décide de me laisser la colonne G ouverte s'il me laisse prendre en H3. Il décide de prendre lui-même, je reprends du pion. Et il continue par dame E4, qui vient conserver la pression sur ce cavalier. Ici, je continue par tour G5. Alors, il y a plusieurs idées au coup de tour G5. Le premier, c'est que peut-être je peux ramener ma deuxième tour en jeu par tour H8, et ensuite doubler avec tour H5. Et l'autre idée, c'est peut-être de venir en F5 pour attaquer ce fou en F2. Ou d'avoir ce genre d'idée. Et ça va me faciliter la vie pour doubler mes tours. L'adversaire qui continue par fou prend D5,
Et ici, je sais que je le surprends puisque je joue tour F5 intermédiaire. J'attaque son fou en F2 et j'attaque toujours son fou en D5. Alors, l'intérêt aussi, c'est que si je reprenais en D5, il pouvait jouer le coup dame F4 qui échange les dames. Et ça, je voulais absolument éviter. Parce que s'il échange les dames, il a juste un fou de plus et c'est juste complètement foutu pour moi. Alors, en introduisant ce coup tour F5 intermédiaire, je viens contrôler la case F4 et la case E5, qui sont les cases où la dame pourrait s'échanger contre la mienne par clouage. Donc mon adversaire qui joue roi G2, il décide de défendre son fou, et je joue C prend D5 pour chasser sa dame. Je ne pouvais pas jouer E prend à cause de dame prend tour. Mon adversaire qui décide de prendre le pion G4, je pense que c'est un bon coup, et je me rends compte ici que si je joue un coup comme tour H8, mon adversaire va simplement contester la colonne par tour H1, et que finalement, j'ai aucun moyen de prendre l'avantage ici. C'est impossible pour moi. Puisqu'en fait, ma tour n'est plus active. Donc je me dis, bah, peut-être, il faut que j'essaye de m'activer avec ma dame. Alors je vois que ma dame, elle a toutes les cases noires contrôlées en direction de l'aile roi, et côté aile dame, j'ai que A5 pour m'activer. Et c'est pour ça que je décide de jouer le coup dame D7. L'idée de dame D7, c'est peut-être de s'infiltrer sur case blanche à l'aile dame, et peut-être de jouer E5 et de pouvoir s'infiltrer sur case blanche à l'aile roi. Alors E5 c'est pas jouable encore pour le moment, mais ça reste un petit peu les idées que j'ai dans la position. Mon adversaire qui me joue tour D3, donc il essaye de s'activer peut-être par tour B3 ou tour A3, ou peut-être de venir échanger par tour F3. Et ici je joue le coup de tour H8. On l'avait vu tout à l'heure, son idée si je jouais tour H8 c'était de mettre une tour en face. Mais maintenant ça ne marche plus du tout, puisque je peux échanger et prendre le fou qui est en F2 en fin de variante. Et on se retrouverait à égalité matérielle. Et lui, a priori, avec un fou de plus, il a quand même envie de jouer gain. Il voudrait éviter de retomber dans quelque chose d'égal. Donc finalement, dans cette position, je le vois qu'il réfléchit très longtemps. Il est très embêté par ce coup tour H8. Il passe quasiment 10 minutes. Et dans la cadence en 60 plus 30, c'est vraiment beaucoup. Et finalement, il se décide à jouer tour D, D1, qui est un coup auquel je m'attendais, puisque ça me semblait être le coup principal. Et maintenant, je peux jouer ce coup E5. Alors l'idée de E5, c'est que je menace concrètement tour prend F2, gagne la dame. Donc lui, il est plus ou moins obligé de jouer, de bouger sa dame, ou en tout cas de la défendre. Et pour moi, il avait deux coups ici, enfin 3 coups. Le premier coup, c'était roi G1, mais j'avais vu que ça ne marchait pas. Que ici, je pense même que c'est avantage noir, et l'ordi le confirme, et je suis assez content de voir que l'ordi confirme que c'est avantage noir, parce que ici, je pensais que j'avais le coup E4. Avec l'idée, s'il joue un coup random, par exemple tour C1, ici, pour moi, je pouvais jouer le coup tour H5. Et il ne pouvait pas prendre ma dame, à cause de tour H1, roi G2, tour H2, échec et mat. Et un peu comme la partie précédente, quand on commence à avoir des lignes où on peut mater l'adversaire, bah c'est peut-être que c'est en train de très mal se passer pour lui. Donc après ce coup E5, le coup roi G1 semblait pas vraiment jouable. Et après le coup dame G7, je m'étais dit peut-être que j'ai tour prend F2, roi prend F2, et qu'après dame F5, j'ai suffisamment de contre-jeu pour faire échec perpétuel. Par exemple, roi G1, j'ai déjà tour H1, roi prend, dame H3, pardon, roi prend, dame F3, pardon. Et j'ai un échec le long de cette diagonale. Roi G1, dame E3, et j'ai un échec perpétuel comme ça. Et je me suis dit, peut-être, je peux avoir ce genre d'échec perpétuel. Et que s'il essaye de monter, peut-être maintenant j'ai du dame E4, et ma tour qui arrive sur la seconde rangée, et finalement il se fait mater. Et je me dis, mais en fait, cette position, elle est peut-être plus dangereuse qu'elle en a l'air pour lui. Donc après ce coup E5, il joue le coup dame E2, qui vient défendre le fou F2. Mais à nouveau, je me suis dit, mais en fait, quand je joue tour prend F2, s'il joue roi prend, que je continue par tour H2, échec, eh ben, simplement après un coup comme roi E1, par exemple, je peux simplement prendre. Et cette position-là, ça a l'air d'être un cas très favorable à avoir une dame contre 2 tours. Parce que son roi est extrêmement faible, et on sait que dans cette finale à dame contre 2 tours, c'est hyper important d'avoir de l'activité pour ses pièces. Et en plus, mon roi est très safe, ses tours ont beaucoup de mal à s'activer. Donc je me dis, bah, sur tour prend F2, il va être plus ou moins obligé de jouer dame prend, si jamais c'est ce que je décide de jouer. Mais là, je vois que sur dame H3, roi G1, j'ai dame H1, échec et mat. Et je me dis, il commence à être obligé de monter en F3. Le roi qui marche vers mes pions, peut-être qu'il se fait mater, peut-être qu'il a des gros problèmes ici. Et du coup, bah, je calcule ça. Et je calcule un peu tout ça au moment où je joue E5 aussi.
Et je finis par me résoudre à jouer tour prend F2. Mon adversaire qui joue dame prend F2 assez rapidement. Et dans cette position, je me dis ok, de toute façon j'ai une tour de moins. Si je la perds, c'est pas une contre-perf. Et maintenant, peut-être j'ai des perpètes qui rôdent. Donc je décide de jouer dame H3 échec, c'était mon idée. Il joue roi F3 et ici je prends un bon 5 minutes de réflexion. J'arrive sur la fin de mon temps. À la fin, je vais jouer que sur l'incrément, il me restera 30 secondes par coup. Et ici, j'hésite entre 3 coups. Le premier, c'est dame F5. Mais en fait, ce que je vois, c'est qu'après dame F5, par exemple, roi E2, dame E4, il peut pas jouer dame E3 à cause de tour H2. Mais j'avais l'impression, ou même si je jouais dame C2, il pouvait jouer par exemple tour D2, et que si je jouais dame E4, il pouvait jouer par exemple roi ici, et je vais pas vraiment échanger les dames. Donc, j'étais pas complètement sûr. Et ici, je sais pas, il pouvait peut-être jouer roi E3 maintenant, j'avais l'impression qu'il pouvait peut-être arriver à s'échapper. Et les autres options que j'avais, c'était tour H5, menace concrètement tour F5 pour gagner la dame. Et s'il joue un coup comme roi E2, peut-être continuer par tour F5 quand même, et essayer de m'infiltrer de cette manière-là. Et la dernière idée que j'avais, c'était tour H4, avec un petit peu la même idée, mais la différence, c'est que ma tour a plus d'options sur la quatrième rangée que sur la cinquième rangée. Donc je finis par me résoudre à jouer tour H4 en me disant je menace tour F4, et peut-être c'est un problème pour lui. Il continue par roi E2, assez logique. Je joue tour E4 échec, qui vient chasser son roi. Il joue roi D2, je prends le pion D4 sur échec, et il joue roi C3. Et ici je me rends compte que le pion G3 c'est un petit peu ce qui empêche ma dame d'intervenir en jeu. Et je décide du coup de jouer tour F4. Je décide de chasser la dame, je profite du clouage pour l'empêcher de faire ce qu'il voudrait. Et il décide... et en fait, je vais forcément gagner le pion au prochain. Par exemple, s'il décide de jouer tour dame 1, je peux jouer le coup tour F3 et venir prendre le pion G3. S'il décide par exemple de jouer tour D3, j'ai des coups comme D4 qui se mettent à fonctionner. Après un coup comme roi B4, peut-être je peux déjà prendre. Ici, peut-être je dois commencer par A5, j'ai l'impression que je me fais mater si je ne le fais pas. Mais en fait, ici, on se retrouve dans ce type de position où j'ai finalement égalisé au matériel. Et s'il décidait de jouer un coup comme roi C2, je peux continuer par dame C2 ou dame H2, enfin dame G2 par exemple, et peut-être qu'il a des gros problèmes sur son roi. Mais du coup, tout ça, c'est pas la partie, il a pas joué dame 1, il a joué ici dame E2, donc il me laisse le pion G3 sur échec, que je décide de prendre, et il continue par tour D3. Et là, je commence à comprendre que ça pue. Ça pue parce que son roi, il est en train d'essayer de s'en aller, et mon attaque, elle s'évapore un petit peu, il va bientôt pouvoir activer sa dernière tour, il a 2 pièces en train de défendre son roi, et je commence à comprendre que je vais sûrement pas arriver à le mater, et encore moins arriver, et certainement pas non plus arriver à prendre un perpète, enfin un échec perpétuel. Et je me dis, bah tant pis, je vais quand même essayer de continuer un petit peu, je joue tour C4 échec, il décide de jouer roi B3, et je continue par dame F4, j'essaye de tenir un petit peu toutes mes cases, il continue par tour F1, attaque ma tour, enfin attaque ma dame, et en fait ici j'ai plus vraiment de manière de bien continuer la partie. Je décide de continuer à faire des échecs, tant qu'on fait échec on n'a pas perdu, tour B4, roi C2, dame C4 et roi B1. Et ici ce qui se passe c'est que lui il a réussi à activer ces 3 pièces, son roi en B1 est en sécurité, et j'ai plus vraiment de bonne manière de continuer. Il menace dame prend E5 échec, je peux pas vraiment défendre contre cette menace, je décide de jouer E4, et dans cette position, je vous laisse mettre sur pause la vidéo pour trouver ce que vont jouer les blancs pour gagner la partie. Et donc je vous laisse chercher pendant que je vous laisse quelques secondes. Donc pour ceux qui ont pu trouver cette suite, félicitations à vous. Et pour ceux qui n'ont pas, enfin qui veulent juste voir la partie, et le coup ici c'est dame H2 échec et mat, enfin dame H2 échec, et c'est un mat forcé en 8 coups. Donc j'ai continué par roi C8 qui est le meilleur coup, dame H8, roi C7, tour prend F7, roi C6, dame C8, roi B5. Et après le coup tour prend B7, ici avec les 30 secondes d'incrément, j'ai décidé d'abandonner, j'ai vu que c'était mat en 3, peu importe où j'allais, par exemple sur roi A6,
il peut simplement jouer le coup tour A3, et après tour A4, continuer par tour B4 échec, suivi de tour point A4, échec et mat. Donc voilà pour cet échec. Donc après le coup de tour point B7, on est au 46e coup de la partie. Je décide du coup de tendre la main à mon adversaire. On était les derniers joueurs dans la salle et j'abandonne la partie. Donc on termine tous les deux cette partie à 4 points sur 5 dans ce tournoi de la Ferté-Bernard. Je reprends 28 points Elo, donc plus que ce que j'avais perdu à Vermenton. Je gagne 8 points sur la somme des deux tournois. Et à ma surprise, lors de la remise des prix, j'apprends que j'ai un meilleur départage qu'Arthur Lucas. On était les deux seuls à 4 points, le deuxième est à 3, enfin la personne après nous est à 3 points et demi. Donc j'ai un meilleur départage et je me retrouve donc à gagner ce tournoi de la Ferté-Bernard. Donc je vous ai pris une petite photo qui s'affiche normalement, ça a l'air de marcher, de moi avec la coupe et l'argent réservé au vainqueur. Donc c'était un bon tournoi pour moi, c'est le deuxième tournoi seulement que je gagne dans ma carrière de joueur d'échecs. Donc c'était plutôt une bonne surprise pour moi de gagner ce tournoi de la Ferté-Bernard. Là où j'étais absolument pas favori, j'étais 4ème Elo sur la liste au départ, avec notamment ce maître international devant. Et voilà. Donc voilà pour ce tournoi de la Ferté-Bernard qui se termine. Un plutôt bon tournoi, après le tournoi de Vermenton qui était très mauvais. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. Donc comme j'ai dit, j'ai gagné 8 points Elo pour le moment, depuis le début du Road to FM. On se retrouve donc soit lundi, soit jeudi, je sais jamais dans quel ordre j'en suis, pour une partie qui sera jouée certainement en championnat, et si c'est pas une partie en championnat, ce sera le tournoi de l'Ifré, qui est organisé fin octobre, à côté de Rennes. Et donc sur ce, je vous fais des gros bisous, et on se dit à bientôt. En attendant, vous pouvez reprendre une activité normale.